Vous avez certainement déjà entendu quelqu'un vous témoigner de la peur irrationnelle des hauteurs. J'ai le vertige, vous dira-t-on. En neurosciences, toutefois, le terme vertige désigne un phénomène mystérieux et bien différent de cette phobie. Cette vidéo explicative vous permettra d'en apprendre davantage sur cette impression interne de perdre pied. Les symptômes de vertige seront tout d'abord décrits brièvement, pour ensuite aborder les causes neurologiques de cette pathologie. Ensuite, les traitements existants seront énumérés. Enfin, les actions possibles qu'un ergothérapeute proposerait afin de limiter les impacts de ce trouble vestibulaire seront présentées. Commençons donc avec les symptômes. Bien évidemment, les vertiges sont en soi l'un des symptômes les plus évidents de la pathologie. Ils s'expriment comme une sensation de perdre l'équilibre, que la tête tourne, que les repères autour de nous ne font plus de sens. D'ailleurs, cela peut provoquer des nausées et vomissements, considérant que les noyaux vestibulaires se trouvent à proximité du nerf pneumogastrique. Ensuite, l'audition peut être affectée. On assiste alors à une diminution de l'acuité auditive, il peut apparaître des bruits parasitaires dérangeants, appelés acouphènes. Aussi, une meilleure perception du son par voie osseuse se produit, au détriment de l'audition sonore classique. Finalement, dans certains cas plus sérieux, peut survenir une surdité complète. Aussi, la vision est concernée par cette pathologie. Un individu peut présenter une perte temporaire de la vue, une diminution du champ visuel et une vision double. Le nystagmus, un mouvement saccadé des yeux complètement involontaire, peut survenir tout dépendant de la région de l'oreille interne affectée. Finalement, les cas demandant une attention plus particulière sont associés à des maux de tête et une diminution de la vigilance et de la conscience. En effet, les céphalées occipitales et douleurs cervicales doivent attirer l'attention du médecin car elles peuvent être signes d'atteinte plus grave au système vestibulaire. Mais que se passe-t-il dans le cerveau pour expliquer tous ces symptômes? Les vertiges sont généralement causés par une atteinte unilatérale du système vestibulaire, soit au niveau périphérique, ce qui est plus fréquent, soit au niveau central, ce qui est plus rare. Nous nous concentrerons aujourd'hui sur les causes périphériques plus nombreuses et très variées. D'abord, le vertige positionnel paroxystique bénin résulte en une altération des otolithes présents dans le système vestibulaire. En effet, ces petits cristaux présents dans l'utricule et la sacule se détachent de la macula à laquelle ils sont normalement fixés. Ces otolithes migrent alors soit vers la cupule, une substance gélatineuse se trouvant à la base des canaux semi-circulaires, soit dans le canal postérieur des dits canaux semi-circulaires. Il s'ensuit une génération de mouvements de fluides anormaux. Le cerveau perçoit un mouvement de la tête alors qu'il n'y en a pas, produisant par le fait même un vertige, se traduisant sous la forme d'une vague. Les vertiges sont d'une durée variable, mais n'excèdent pas 1 minute. Cette altération peut être due à un traumatisme crânien, certains traitements médicamenteux, notamment les aminosides, une atteinte vasculaire de l'oreille interne ou des troubles hormonaux du métabolisme. Il est à noter que cette altération du système vestibulaire est responsable de plus d'un tiers des cas rapportés de vertige. Un vertige très bref peut également avoir d'autres causes, telles qu'une fistule labyrinthique, soit une inflammation du labyrinthe dans l'oreille interne, une malformation congénitale du cervelet nommée malformation d'Arnold-Chiari, une hypotension orthostatique, c'est-à-dire une chute de pression après un passage rapide de la position couchée à la position debout, ou un accident ischémique transitoire au niveau du territoire vertébro-basilaire. Cela ressemble à un mini-AVC avec des symptômes qui durent moins d'1 heure. Enfin, la maladie de Ménière peut elle aussi entraîner des vertiges. Cette maladie se traduit par un surplus de liquide dans l'oreille interne qui tend et fissure le labyrinthe membraneux. En conséquence, le liquide s'écoule vers l'oreille externe, un milieu plus pauvre en potassium. Les deux types de liquides se mélangent alors pour former une réaction qui a pour conséquence de bloquer la structure responsable de l'équilibre au niveau de l'oreille interne, provoquant du même coup les vertiges. Dans le cas de la maladie de Ménière, les symptômes durent plus d'un quart d'heure et peuvent même s'étirer jusqu'à 24 heures. Demander comment faire pour diagnostiquer et traiter cette pathologie. En premier lieu, le diagnostic différentiel est nécessaire pour bien expliquer les vertiges. En effet, il est important de distinguer les vertiges des malaises causés par une atteinte interne, métabolique ou psychologique et du déséquilibre causé par une atteinte neurologique. Ensuite, comme l'oreille interne peut être affectée par plusieurs systèmes externes, il est important pour le médecin de faire une entrevue avec le patient, un examen clinique complet, ainsi que des examens plus précis. En voici une brève présentation. Les examens du système vestibulaire ont pour but de voir des mouvements anormaux et normaux des yeux lorsque le système est stimulé. Le test le plus commun est l'électrovidéonystémographie. Les tests auditifs sont également une partie importante du diagnostic. Les tests standards d'audition comprennent 2 parties. La première présente des mots et des sons à divers emplacements.
Le client doit donner une réponse lorsque le son est entendu. La seconde partie est la tympanométrie, qui a pour but de détecter un problème entre le tympan et l'oreille interne. Elle mesure le réflexe du muscle de l'oreille moyenne en réponse à un son fort et à la pression. L'imagerie par résonance magnétique, IRM, est utilisée pour détecter une tumeur, des lésions ou des anomalies du tissu mou pouvant causer les vertiges. Une tomodensitométrie sert quant à elle à rechercher des fractures ou des zones où les os sont amincis près de l'oreille interne, donc plus fragiles. Finalement, des prises de sang, des tests d'allergie et des tests pour la vision peuvent aider à diagnostiquer si les causes sont liées ou non au système vestibulaire. Suite au diagnostic différentiel, les traitements prescrits dépendent des symptômes, des antécédents médicaux et de la santé générale de la personne. Il existe des thérapies de rééducation vestibulaire qui consistent à utiliser le corps, la tête et des exercices de mouvement des yeux pour aider le cerveau à coordonner les signes du système vestibulaire, visuel et proprioceptif. Il existe également les manœuvres de repositionnement canalite impliquant une série de mouvements spécifiques de la tête et du tronc permettant de déplacer les otolithes dans l'oreille interne de manière à ce qu'ils ne causent plus les symptômes de vertige. L'utilisation de médicaments peut être prescrite dans le cas d'une phase aiguë durant moins de 5 jours. Ce n'est pas conseillé lors des vertiges chroniques car le cerveau doit d'abord apprendre à s'ajuster sans être ralenti par la médication. Enfin, avoir recours à une chirurgie peut être envisagé si aucun traitement n'est efficace. Le type de chirurgie dépend du diagnostic et de la condition physique de la personne. En ce qui concerne l'ergothérapie, c'est une profession qui a un rôle encore méconnu, mais important dans le traitement des vertiges. En effet, sans pouvoir faire disparaître les symptômes, un ergothérapeute peut évaluer les impacts fonctionnels des vertiges, puis intervenir en faisant de l'enseignement auprès de l'individu concerné et ses proches pour améliorer sa qualité de vie. Mieux comprendre les causes et conséquences de cette pathologie permet à l'entourage d'être plus compréhensif. Les vertiges affectent non seulement la participation aux activités de la vie quotidienne, mais aussi l'affect de la personne. Pour le client, diverses solutions existent, telles que des stratégies de conservation d'énergie pour ne pas aggraver la fatigue occasionnée par les vertiges. Le simple fait de planifier ses journées en fonction du moment où la personne a davantage d'énergie peut grandement faciliter les choses. On peut aussi adapter l'environnement pour diminuer les stimuli visuels et rendre les vertiges moins envahissants. Par exemple, privilégier un espace calme et plus petit pour travailler. Enfin, il est possible d'utiliser graduellement l'activité comme modalité pour faire bouger la tête dans l'espace et stimuler le système vestibulaire. Ranger les aliments après avoir fait l'épicerie en est un bon exemple. Bref, les approches sensorielles et sensorimotrices en ergothérapie sont toutes indiquées pour conjuguer les troubles vestibulaires et la qualité de vie du client. En conclusion, les vertiges sont bien plus que la fameuse peur des hauteurs connue de la population générale. Il s'agit d'une pathologie complexe ayant des impacts majeurs sur la vie des personnes concernées, notamment au niveau visuel et auditif. Il est important de se rappeler que les vertiges sont dus à une atteinte vestibulaire, qu'elle soit centrale ou périphérique. Quant aux causes, elles sont très variables selon le type de vertige dont la personne est atteinte. Le diagnostic différentiel est alors particulièrement important pour bien intervenir auprès du patient. Une fois bien renseignés, les ergothérapeutes peuvent enfin évaluer l'impact fonctionnel qu'a le vertige sur le client et planifier une intervention visant à améliorer sa qualité de vie.